était normal d'en tirer une fable. Cette histoire a occupé mes pensées des nuits entières, le carnet ouvert sur la table. Pourtant, j'avais beau tenter de me souvenir, de rassembler en un seul point toutes mes connaissances du sujet qui me tenaient éveillé, je ne parvenais pas à me dire « ça y est, j'y suis arrivé ». Cette histoire commence aux portes d'un palais et son titre aura été révélé après. Le palais est difficile à vous décrire, à cause de ses dimensions sans commune mesure avec ce que nous avons l'habitude de voir. Imaginez-vous un édifice immense, le plus grand que vous puissiez faire tenir dans votre imagination, puis, croyez-moi, concevez-le 1000 fois plus vaste. Au risque de vous décevoir, me voilà dans l'embarras de ne pas pouvoir vous donner sérieusement un ordre d'idée. Nul n'a jamais dessiné de plan du palais. Personne n'en aurait même atteint les contours. En fait, nous savons peu de choses, sinon que ce lieu aurait existé et qu'il serait encore là, quelque part. La fable commence ainsi. Un beau jour, un homme dans la trentaine et d'apparence assez jeune se mit en tête d'accéder au cœur du palais. Il vivait, voyez-vous, derrière les montagnes, et pour arriver jusqu'aux portes de la cité, il marcha au moins durant 2 ou 3 lunes. Dès le second jour, des hauteurs, il avait pu admirer en contrebas la cité bâtie sur la vaste plaine au loin entourée par des murs. Au centre, comme encapuchonné sous des centaines et des centaines de bâtiments, le palais luisait comme un joyau qu'on aurait dissimulé afin d'attiser la convoitise. Après avoir pénétré dans l'enceinte, passant sous la muraille construite en des temps d'insécurité, le voyageur s'était distrait quelques heures dans des rues parfumées et animées. Malgré la gravité de son projet, la gourmandise et la soif pouvaient sans peine le retarder. Ma version de l'histoire ne relate pas son office, mais on pouvait deviner sans aucun doute qu'il fut professeur ou écrivain ou simplement fainéant. Si sa vie avait égayé quelques âmes, elle en avait attristé plus encore. Certains le croyaient aimable, d'autres le savaient maladroit. On ne le crut pas particulièrement doué à faire quelque chose. Sa connaissance de la langue, et de quelques langues anciennes, ainsi que son talent pour certains arts également, n'était pas ridicule. Personne n'avait toutefois dit un jour qu'il était artiste, inventeur, chercheur, ni aucun autre emploi de cet acabit. Simplement, peut-être était-il un tant soit peu curieux, ou du moins un genre de penseur. C'est du reste ce que la légende retient. Après son détour dans les vieux quartiers festifs, où l'on pouvait en ce temps boire du vin d'épices et manger des mets exquis, l'homme arriva au portail par lequel on accède au palais, au milieu d'un côté de la large place, irrégulière et mal pavée. « Puis-je accéder à la porte ?» fut sa demande. De chaque côté du portail étaient 2 hommes. L'un, soldat, à l'ombre d'une guérite, l'autre, sans doute, un plus vieux soldat que l'autre, un pas sur la route, comme pour accueillir les visiteurs. C'est à lui du moins que notre penseur s'adressa en arrivant ici. « On ne peut hélas pas y accéder à l'instant », répondit cet homme, dont le aume d'acier ne laissait rien voir sauf une lueur à travers une fente étroite. Le vieux penseur, aucunement accoutumé aux manières de la cité, se mit à attendre patiemment de l'autre côté de la rue pavée. Et d'heure en heure, puis de jour en jour, il s'y établit. On lui apporta une table pour qu'il puisse écrire sur ses carnets plus commodément. Puis on lui attacha une toile de jute entre 3 ou 4 bâtons. Sa tante faisait face en miroir à la guérite qui gardait le portail. Le penseur ne quitta jamais cette place et chaque jour, le vieux soldat vint à son encontre, s'enquérir de son état et de sa santé. Pénétrer dans l'édifice semblait alors impossible. Le bruit courut qu'un homme patientait sans fin devant le portail. On devait vérifier. D'abord, les commerçants du quartier jetèrent un œil depuis le pas de leur boutique. Puis vinrent quelques personnalités. De telle sorte qu'au fil du temps, à peu près tous les habitants de la cité avaient pu ou avaient un proche ayant vu notre ami. L'un vint pour dire qu'il n'y avait pas de porte à ouvrir derrière le portail, l'autre qu'il fallait prier pour y accéder. Un gamin lui dit même qu'il savait comment entrer dans le palais sans être remarqué. Certains jours, quand il ne pleuvait pas ou que le labeur pouvait attendre, le penseur avait ses spectateurs. Les argotiers commentaient l'état de l'homme avec une moquerie qui n'échappait pas à l'intéresser.
Mais la plus odieuse visite, nous la devons à un homme qui se prétendait savant, et n'était toutefois qu'un ancien diplômé d'une académie provinciale des sciences. L'homme avait préféré, du reste, à la blouse blanche, la tenue décontractée d'un genre de plombier nouveau. Il était l'un de ceux qui se donnent des titres compliqués pour impressionner les autres. Pour résumer le personnage en quelques points, car son état n'est en aucune manière une surprise de nos jours, tout ce qui n'était pas prouvé par des études était faux à ses yeux. Il confondait la science avec le scientisme. Quand notre penseur dit qu'il était là pour accéder à l'être, l'homme ricana et dit avec une grosse voix que pour lui et pour la science, l'être était du charabia. Cependant, et ne voulant pas paraître plus sot qu'il n'en avait l'air, il énonça que l'être était une croyance et la philosophie une pseudoscience. L'être est une illusion, un syndrome, un biais formulé par votre ordinateur personnel que l'on nomme cerveau. Il n'y a pas d'essence. Dans l'attroupement de badauds qui s'était constitué depuis si longtemps, il trouva son public, car on entendit quelques rires mesquins et des bravos. Dans toute foule, il y en a qui ont pour violence leur doctrine, et surtout lorsqu'elle frappe avec le masque de la vérité. Pas d'essence, répéta mélancoliquement notre penseur. Et non, confirma le scientiste. Mais l'être et l'essence sont deux choses bien distinctes. Oh oh oh, s'écria l'homme. Vous devez faire attention aux mots que vous utilisez. Des choses, ne savez-vous pas, à votre âge, ce qu'est une chose ? Vraiment, vous maniez très mal des concepts scientifiques dont vous n'avez pas l'idée. La visite de ce bien agaçant personnage s'éternisait, et on attendit l'apparition d'un groupe d'enfants pour enfin le mettre en déroute. Les petits plaisantins lui dérobèrent ses fiches et quelques fioles contenant des friandises dépassant de ses poches. Le scientiste finalement partit, suivi de quelques admirateurs soudains. Le lendemain matin, le penseur se réveilla mollement. Le gardien, qui d'usage le saluait, peu après l'aurore, avait disparu. Notre homme questionna à ce sujet les commerçants à l'heure où ils ouvraient leur commerce. On lui dit que ces derniers étaient entrés dans l'enceinte du palais. Les réponses, par leur tonalité, désarçonnèrent notre homme, le laissant perplexe. Quelque chose n'était selon lui pas clair. Soudain, il ouvrit grand les yeux, puis chercha du regard quelque chose, comme s'il voulait apercevoir le gardien à travers les murs du palais. On eût dit qu'il pouvait voir à travers la matière. Il avança vers le portail, laissant derrière lui son petit bureau, sur lequel un amas de livres et de notes griffonnées s'était amoncelé au fil du temps. Peut-être murmura-t-il quelque chose devant la guérite. C'est ce que la foule pouvait imaginer quand elle vit le penseur disparaître à travers le portail. Il n'avait emporté avec lui que son carnet. Finalement, au terme d'une ou deux décennies, sans doute, à patienter devant l'édifice, le voici dans les couloirs du pouvoir, l'objet de sa venue. Mais en fait, il n'était pas plus avancé, car ne sachant point où aller. Comme il voyait dans les hauts miroirs accrochés dans les premières salles que ses cheveux avaient blanchi depuis son arrivée dans la cité, le penseur s'impatienta légèrement. Pour la première fois, il se sentait inquiet. Personne ne sait combien de temps, le penseur arpenta ses couloirs. La légende chuchote qu'il ne retraversa jamais la montagne et partit à la découverte des nombreuses régions du palais. On retrouva bien son carnet, retraçant son parcours et ses pensées. Il faut vous imaginer encore que le bâtiment avait un nombre incalculable de pièces, de salles, de chambres, d'amphithéâtres, de cuisines, de bibliothèques, de salles de bain, de laboratoires, de pharmacies, d'infirmeries, de garderies, d'écoles, d'archives, d'ateliers, de réserves, de celliers, de dortoirs, de serres, d'observatoires, de chapelles, de vestibules, de galeries, de dépôts, de buanderies, de réfectoires, de parloirs, de cabinets, de loges, de guérites et de couloirs qui reliaient tout cela, si bien que de l'extérieur, on ne voyait rien d'autre qu'un labyrinthe sans début ni fin. Les premiers jours de son arrivée dans la bâtisse, le penseur s'était, en outre, étonné de la grande variété d'architecture. Là, il repérait des différences entre les tapisseries murales qui recouvraient certaines pièces très longues et les tapisseries plus petites, plus récentes, qu'on avait disposées comme aléatoirement ou pour recouvrir quelques plaies dans la peinture. Certains parquets ne se rejoignaient que maladroitement sous les tapis, dissimulant l'incompatibilité de leurs âges. Même si le penseur n'était spécialiste de rien, il était capable toutefois d'estimer les écarts de temps dans presque tout ce qu'il voyait. Il ne croisait pas souvent quelqu'un à qui demander l'unique question qui le tourmentait. Où est la porte qui mène à l'être ?
Plus proche, selon lui, de son objectif que dans sa misérable guitoune sur la place, le penseur forçait son esprit à dessiner les contours de sa pensée et de ce qu'il ne parvenait pas à penser. Sans cesse, une nouvelle hypothèse chuchotait à ses rêveries. Même vautré dans un canapé, assoupi dans une méridienne ou évanoui dans une causeuse, il ajoutait une carte à son édifice intellectuel. Mais rien n'en restait. Toutes ces hypothèses, imaginées pendant des heures, s'effondraient tel un château de cartes de philosophe. Où est l'être, bon sang ? maugréait-il entre ses lèvres sèches. Un jour d'errance nouvelle, car il était devenu un fantôme dans le palais, il croisa le vieux soldat, qui le guida vers une drôle de salle. C'était une pièce circulaire de miroirs, disposée de la sorte que, sans s'y perdre, on pouvait tomber par mégarde dans le piège des reflets. Le penseur, plutôt ébahi, fit le tour de la galerie. Le vieux soldat l'accompagna. « Ne voyez-vous pas ?» finit par demander ce dernier. Alors le penseur recula d'un pas, comme s'il eût évité un éclat, et comme surpris de sa surprise, car ce fut comme s'il se rendit compte d'une chose simple qu'il n'avait pas voulu voir, ou pour mieux dire qu'il avait vu, mais dont il n'avait pas souhaité se souvenir. Au centre de la pièce, il y avait une porte. La porte qu'il était venu chercher, bien entendu. Laquelle semblait flotter au milieu des miroirs, comme par magie, mais simplement posée sur le sol. Il était impossible de la voir entière à cause des miroirs. Pire, on ne pouvait pas faire un pas vers elle, bloqué par le dispositif. On ne pouvait que, et le penseur en fit l'expérience, tendre la main vers la poignée, et pour cela déjà il fallait souffrir l'épais muret de bois et de verre, les bras écrasés, le menton étranglé, le ventre enfoncé. « C'est l'être !» lâcha le penseur. « On appelle cet endroit la galerie aux 142 miroirs », répondit le soldat. « Alors, nous ne pouvons pas y accéder à cause de ces glaces. Quelle infortune absurde ! Nul ne peut en effet ouvrir la porte. Mais à bien se tordre comme un diable, on pourrait y jeter un œil. Je dois vous avouer qu'hier matin, je croyais que l'être n'existait plus. Et le soir, qu'il était en toute chose. Alors qu'allons-nous faire ? Demander de l'aide aux autres ? Faire connaître cet endroit n'est pas inutile, peut-être, mais qui voudrait bien venir ici souffrir sans rien connaître ? Le penseur et le soldat restèrent absorbés dans la contemplation de la porte. Comment trouvez-vous cette fable ? Elle manque de piquant, n'est-ce pas ? Pourtant, tout est dit à mes yeux. Le scientiste a ses fans, la pensée n'est pas un spectacle, et ce qui demeure l'objet de la philosophie véritable, l'être, n'est pas un objet. On ne peut pas le penser. Il est l'impossible, l'inaccessible, éternellement, hors du temps, là et nulle part à la fois, devant nous, mais sans nous. C'est pour cette raison, surtout, qu'on peut lire cette histoire sous le titre de « La fable de l'homme pensant ».